Laissez-moi commencer par une question que peut-être personne n'a encore eu le courage de vous poser. Et si une grande partie de ce qu'on vous a appris sur l'argent était simplement faux? Et si cette idée selon laquelle il suffit de travailler dur, d'être une personne correcte et d'attendre que l'univers récompense votre bonté n'était qu'une illusion confortable? Réfléchissez avec moi un instant. Combien de personnes honnêtes connaissez-vous qui continuent à lutter pour payer leurs factures à la fin du mois, tandis que d'autres, qui semblent comprendre quelque chose de différent dans le jeu de la vie, accumulent de la richesse avec une facilité presque déconcertante? Il existe un mécanisme invisible derrière tout cela, un ensemble de règles silencieuses que peu de gens voient. Et lorsque vous commencez enfin à percevoir ces règles, quelque chose change en vous pour toujours. Car la vérité est que l'argent ne répond pas à la bonté. L'argent répond à la stratégie. Et aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, imaginez la scène suivante. Pendant des années, peut-être même des décennies, vous avez cru que le chemin vers la prospérité était simple. Travailler dur, suivre les règles, être une bonne personne et attendre que la vie récompense cet effort. Cette histoire a été répétée tellement de fois qu'elle est presque devenue une vérité absolue. Les professeurs l'ont dit, les patrons l'ont dit. Toute la société semble avoir construit un récit où la moralité, à elle seule, mènerait naturellement à la prospérité. Mais si vous regardez autour de vous avec honnêteté, vous remarquerez quelque chose de troublant. Beaucoup des personnes les plus correctes, les plus dévouées et les plus travailleuses restent coincées dans une routine financière étroite, tandis que d'autres semblent comprendre une logique différente, une logique qui est rarement enseignée à voix haute. La réalité est que l'argent ne possède aucune conscience morale. Il ne récompense pas la bonté, tout comme il ne punit pas la méchanceté. L'argent est une forme d'énergie neutre qui a tendance à se déplacer vers ceux qui comprennent les structures de pouvoir, d'influence et de comportement humain. Alors que beaucoup de gens croient que l'économie fonctionne comme un grand système coopératif, où tout le monde collabore et où tout le monde gagne, ceux qui accumulent réellement de la richesse voient quelque chose de différent. Pour eux, le marché n'est pas un espace d'innocence. C'est un territoire stratégique, où des décisions froides et calculées déterminent souvent qui prospère et qui continue à lutter. Peut-être que cela paraît dur au premier abord. Après tout, nous avons été conditionnés à croire que tout devrait être juste, équilibré et récompensant pour ceux qui s'efforcent le plus. Mais l'histoire de l'humanité a toujours montré autre chose. Les systèmes économiques se déplacent selon l'avantage, le positionnement et une compréhension profonde de la nature humaine. Et ceux qui comprennent cela tôt commencent à jouer un jeu complètement différent. Pensez au nombre de personnes qui passent des années à essayer de paraître prospères avant même d'avoir construit une véritable stabilité financière. Des voitures chères financées, des vêtements de marque payés en plusieurs fois, des dîners coûteux réglés avec des cartes de crédit. Tout cela pour maintenir une image, pour sentir pendant quelques minutes qu'ils appartiennent à un niveau de vie qu'ils n'ont pas encore réellement construit. Le problème, c'est que ce comportement crée un piège silencieux, une distance croissante entre l'ego et la réalité financière. Il existe une observation ancienne, souvent associée aux idées de penseurs stratégiques comme Niccolò Machiavelli. Il remarquait que les dirigeants qui tentaient de paraître excessivement généreux finissaient par détruire leurs propres finances. Pour maintenir une image de générosité, ils dépensaient plus qu'ils ne pouvaient soutenir. Avec le temps, ils devaient augmenter les impôts, exercer une pression sur leurs propres citoyens et créer du ressentiment. En d'autres termes, en essayant d'être aimés, ils finissaient par être détestés. Maintenant, transposez cette logique dans le monde moderne. Combien de personnes vivent en essayant de maintenir une réputation de générosité sociale que leur portefeuille ne peut tout simplement pas soutenir? Elles paient des tournées de boissons, achètent des cadeaux coûteux, prêtent de l'argent qu'elles savent ne jamais revoir, acceptent de partager des additions injustes au restaurant, simplement pour éviter l'embarras. Peu à peu, sans s'en rendre compte, elles commencent à payer une sorte d'impôt invisible, l'impôt de l'approbation. La vérité est que construire du pouvoir financier exige, au moins pendant une période de la vie, une discipline que beaucoup de gens confondent avec de l'avarice. Lorsque vous décidez de protéger vos ressources avec rigueur, lorsque vous commencez à dépenser uniquement pour ce qui renforce réellement votre position, certaines personnes peuvent vous qualifier d'exagéré, de fermé ou même de radin. Mais il existe une énorme différence entre être radin et être stratégique. Au début, vous serez peut-être perçu comme quelqu'un qui n'aime pas dépenser. Peut-être cessera-t-on de vous inviter dans certains environnements où la consommation excessive est la norme.
Mais avec le temps, quelque chose de curieux se produit. Ceux qui se moquaient de votre discipline finissent souvent coincés dans les dettes, tandis que vous construisez lentement une base solide que personne ne voit encore. Il existe une différence fondamentale entre paraître riche et devenir riche. Paraître riche exige des dépenses constantes. Devenir riche exige une construction silencieuse. Lorsqu'une personne maintient un niveau de vie élevé basé sur le crédit, le financement et des obligations financières visibles, elle peut donner une image de pouvoir. Mais derrière cette apparence se cache une dépendance constante au système bancaire, au prochain paiement, à la prochaine échéance. Celui qui accumule des ressources silencieusement construit quelque chose de beaucoup plus puissant, la liberté de décision. Imaginez la différence psychologique entre quelqu'un qui doit accepter n'importe quel travail pour payer ses factures et quelqu'un qui possède suffisamment de réserves pour choisir calmement ses opportunités. Cette différence transforme complètement la manière dont vous négociez, dont vous vous positionnez et même dont vous vous déplacez dans le monde. Un autre point intéressant concerne la manière dont les gens traitent ce qui semble gratuit. L'être humain a une tendance naturelle à valoriser ce qu'il reçoit sans payer. Mais en réalité, beaucoup des choses les plus coûteuses de la vie arrivent déguisées en gratuité. Lorsque vous acceptez des faveurs constantes, des remises suspectes ou des avantages apparemment généreux, vous entrez souvent dans un réseau invisible d'obligations. Les personnes qui comprennent profondément la valeur de l'autonomie préfèrent payer le prix complet pour ce qu'elles consomment, non pas parce qu'elles aiment dépenser davantage, mais parce qu'elles savent qu'une transaction claire clôt la relation. Elles ne créent pas de dettes émotionnelles et ne génèrent pas d'attentes cachées. Il existe aussi un autre aspect important dans ce jeu silencieux de la prospérité, la différence entre consommer et produire. La plupart des gens passent leur vie entière dans un cycle de consommation. Ils travaillent pour gagner de l'argent et transforment immédiatement cet argent en biens, divertissements, services et petits plaisirs momentanés. Ce comportement n'est pas accidentel. L'économie moderne est extrêmement efficace pour encourager la consommation constante. Les plateformes numériques, la publicité sophistiquée et le divertissement infini créent un environnement où dépenser devient presque automatique. Mais ceux qui commencent réellement à prospérer opèrent une transition mentale importante. Au lieu de penser uniquement à ce qu'ils peuvent acheter, ils commencent à observer ce qu'ils peuvent créer. Au lieu de se demander « qu'est-ce que je veux acquérir ?», ils commencent à se demander « de quoi les autres ont-ils désespérément besoin ?» Ce changement de perspective transforme complètement le jeu. Lorsque vous commencez à observer les peurs, les désirs et les frustrations des personnes autour de vous, vous commencez à voir des opportunités qui étaient auparavant invisibles. Certaines personnes achètent des produits de beauté parce qu'elles veulent paraître plus jeunes. D'autres achètent des voitures coûteuses parce qu'elles veulent transmettre de l'importance. Certaines cliquent sur certains titres sur Internet parce qu'elles ont peur de rester en arrière. Il ne s'agit pas de juger ces motivations. Il s'agit de les comprendre. Une grande partie de la richesse dans le monde moderne naît de la capacité à résoudre des douleurs humaines profondes. Parfois des douleurs pratiques, comme le manque de temps ou les difficultés financières. D'autres fois des douleurs émotionnelles, comme l'insécurité, la solitude ou le besoin de reconnaissance. Lorsqu'une personne parvient à offrir une solution convaincante à l'une de ces douleurs, elle crée une valeur réelle. Et la valeur réelle est ce que le marché récompense. Il existe aussi une bataille silencieuse dans l'esprit de chaque personne lorsque le sujet de l'argent apparaît. Les psychologues ont découvert que la plupart des gens ressentent la douleur de perdre de l'argent beaucoup plus intensément que le plaisir de gagner la même somme. Cela s'appelle l'aversion à la perte. À cause de cela, beaucoup passent leur vie entière à éviter les risques, à protéger chaque centime par peur de perdre ce qu'ils possèdent déjà. Le problème est que dans un monde où l'inflation, les transformations technologiques et les changements économiques se produisent constamment, la simple défense mène rarement à la prospérité. Ceux qui construisent de la richesse apprennent à voir l'argent comme un outil et non comme un objet émotionnel. Les outils sont utilisés. Parfois ils se cassent. Mais ils sont essentiels pour construire quelque chose de plus grand. Bien sûr, cela exige une maturité émotionnelle. Toutes les décisions ne fonctionneront pas. Certains investissements échouent. Certaines idées ne fonctionnent pas. Mais chaque tentative génère de l'apprentissage. Avec le temps, ce qui semblait être un risque commence à devenir de l'expérience. Un autre détail intéressant est que beaucoup de personnes réellement riches ne ressentent pas le besoin de démontrer leur richesse en permanence. En réalité, beaucoup adoptent exactement le comportement opposé. Alors que certains tiennent à montrer des voitures coûteuses,
des montres luxueuses et des styles de vie extravagants. D'autres préfèrent passer inaperçus. Cette stratégie silencieuse crée quelque chose d'extrêmement puissant, la liberté. Quand personne ne connaît exactement l'ampleur de vos ressources, vous vous déplacez avec beaucoup plus d'autonomie. Vous n'avez pas besoin de justifier vos choix, vous n'attirez pas d'envie inutile et vous pouvez observer le comportement des gens autour de vous avec beaucoup plus de clarté. Le silence, dans ce contexte, devient une forme d'avantage stratégique. En même temps, un autre changement important se produit lorsque quelqu'un commence à construire une véritable prospérité. La perception de la valeur cesse d'être liée uniquement à l'effort et commence à être liée à l'impact. Pendant longtemps, on nous a appris à associer directement le travail dur à la récompense financière. Mais le marché fonctionne rarement de manière aussi simple. Quelqu'un peut travailler 100 heures à creuser un trou, puis à le reboucher. L'effort est énorme, mais il ne crée aucune valeur. À l'inverse, une personne peut créer une solution simple qui fait économiser des millions à une entreprise et recevoir une récompense immense pour cela. Le marché récompense la valeur perçue, pas seulement l'effort. Et lorsque cette compréhension commence à s'installer dans l'esprit de quelqu'un, sa manière de penser change profondément. Soudain, l'objectif n'est plus simplement de travailler plus d'heures, mais de résoudre des problèmes plus importants. Mais cette transformation a un prix. À mesure que votre vision du monde change, vous pouvez remarquer que certaines conversations autour de vous commencent à perdre leur sens. Tandis que beaucoup restent enfermés dans des discussions superficielles sur la consommation, le divertissement ou les plaintes constantes contre le système, votre esprit commence à se concentrer sur les stratégies, les opportunités et la construction à long terme. Ce moment peut apporter une sensation d'isolement. Non pas parce que vous êtes meilleur que les autres, mais parce que vous regardez le jeu sous un angle différent. Et ce changement de mentalité n'est que le début, car lorsqu'une personne commence enfin à comprendre comment l'argent se déplace réellement, une question encore plus profonde apparaît, une question que peu de gens ont le courage d'affronter. Que se passe-t-il lorsque vous obtenez enfin ce que vous avez toujours cherché, mais que vous découvrez que la bataille la plus difficile ne se trouvait pas dans le monde extérieur, mais à l'intérieur de vous? C'est une histoire que presque personne ne raconte. À mesure que cette nouvelle manière de voir l'argent commence à s'installer dans votre esprit, quelque chose de curieux se produit. Ce qui semblait autrefois être une simple routine commence à révéler des schémas. De petits comportements qui passaient inaperçus attirent maintenant votre attention. Vous commencez à remarquer que beaucoup de décisions humaines ne naissent pas de la logique, mais de l'émotion. La peur, le désir, l'insécurité, le besoin d'approbation, ces forces silencieuses dirigent bien plus de choix financiers que n'importe quel tableau rationnel. Et lorsque vous comprenez cela, un nouveau type de vision commence à apparaître. La plupart des gens vivent en réagissant au monde. Ils se réveillent, regardent des nouvelles qui éveillent l'inquiétude, passent des heures à consommer des contenus qui provoquent la comparaison, voient des publicités qui éveillent le désir. Tout cela crée une sorte d'état constant de stimulation émotionnelle. Dans cet état, l'esprit humain pense rarement de manière stratégique. Il réagit simplement. Il achète quelque chose pour se sentir mieux. Il évite quelque chose par peur. Il accepte des conditions qui ne sont pas bonnes, simplement pour éviter un inconfort immédiat. Lorsque vous commencez à observer cela avec distance, vous réalisez que le comportement collectif suit des cycles très clairs. Pensez au nombre d'achats qui se produisent chaque jour, basés sur des émotions simples. Une personne achète un produit de beauté parce qu'elle craint de vieillir. Une autre achète une voiture chère parce qu'elle veut être respectée. Quelqu'un paie pour une formation parce qu'il a peur de rester en arrière. Quelqu'un clique sur une vidéo parce qu'il a le sentiment de pouvoir manquer une information importante. Ces impulsions émotionnelles déplacent des billions de dollars dans le monde entier. Il ne s'agit pas de juger ces décisions. Il s'agit de les comprendre. Ceux qui commencent à prospérer financièrement font généralement un changement de perspective silencieux. Au lieu de regarder seulement les produits, ils commencent à regarder les douleurs humaines qui se cachent derrière eux. Car au fond, presque tous les marchés puissants naissent de la tentative de résoudre un inconfort profond chez les gens. Des industries entières existent parce que quelqu'un a découvert comment soulager une peur, réduire une frustration ou offrir un sentiment de sécurité. Lorsque vous commencez à observer le monde de cette manière, votre esprit commence à poser des questions différentes. Au lieu de demander « qu'est-ce que je peux vendre ?», vous commencez à demander « quels problèmes les gens veulent-ils désespérément résoudre ?» Ce changement peut sembler simple, mais il transforme complètement la manière dont vous voyez les opportunités, parce que les problèmes réels génèrent toujours une demande réelle.
Il est intéressant de constater combien de personnes passent des années à essayer de créer quelque chose de totalement nouveau, convaincues qu'elles doivent inventer quelque chose de révolutionnaire pour prospérer. Mais dans la pratique, une grande partie des plus grandes opportunités naît simplement de l'observation attentive de la nature humaine, ce que les gens craignent, ce qu'ils désirent, ce qui leur donne le sentiment de rester en arrière. Ces émotions existent depuis des siècles et continuent de diriger les décisions aujourd'hui. Lorsqu'une personne achète une montre de luxe qu'elle peut à peine se permettre, elle n'achète pas seulement un objet, elle achète une sensation d'importance. Lorsqu'une personne s'inscrit dans une salle de sport, elle n'achète souvent pas seulement des exercices, elle achète du respect pour elle-même. Lorsqu'une personne investit dans l'éducation, elle achète souvent de l'espoir. Celui qui apprend à voir ces couches invisibles commence à comprendre comment la valeur est réellement créée dans le marché. Ce type de vision exige quelque chose que peu de gens développent, le détachement émotionnel. Vous devez observer le comportement humain sans jugement, seulement avec curiosité stratégique, non pas pour manipuler les gens, mais pour comprendre ce qui dirige réellement les décisions. Le marché n'est pas un tribunal moral. C'est un système d'échange basé sur des besoins humains. À partir de ce moment, un autre changement se produit. Vous commencez à remarquer qu'une grande partie de l'économie est composée de deux groupes silencieux, les consommateurs et les producteurs. Les consommateurs sont ceux qui transfèrent constamment de l'argent aux autres en échange de commodités, de divertissement ou de solutions. Les producteurs sont ceux qui créent ces solutions. Pendant longtemps, beaucoup de personnes vivent uniquement comme consommateurs. Elles travaillent, reçoivent de l'argent et transforment rapidement cet argent en produits, abonnements, applications ou expériences. Cela ne signifie pas que consommer est mauvais. Le problème apparaît lorsque tout le cycle financier d'une personne se résume à cela, parce que dans ce scénario, l'argent sort toujours, il ne se multiplie jamais. Ceux qui construisent la prospérité apprennent à changer lentement de position. Au lieu de vivre uniquement en consommant les solutions créées par d'autres, ils commencent à réfléchir à la manière de créer une valeur que d'autres personnes seront prêtes à payer. Ce processus exige une transformation profonde de l'identité. Vous cessez de penser seulement comme quelqu'un qui achète des choses et vous commencez à penser comme quelqu'un qui construit des solutions. Soudain, ce qui n'était auparavant que du divertissement devient un objet d'analyse. Une vidéo virale cesse d'être seulement une vidéo. Vous commencez à observer pourquoi elle a capté l'attention. Un restaurant cesse d'être seulement un endroit pour manger. Vous commencez à observer comment il organise le flux de clients, les prix et l'expérience. Cette nouvelle manière de voir le monde peut sembler étrange au début. Des choses qui semblaient simples commencent à révéler des structures complexes derrière elles. Mais en même temps, vous commencez à gagner quelque chose d'extrêmement précieux, la vision. La vision pour percevoir des schémas que d'autres ignorent. Et lorsque cette vision se développe, un autre concept essentiel apparaît pour ceux qui veulent grandir financièrement, l'effet de levier. Pendant longtemps, les gens ont cru que la richesse venait simplement du fait de travailler plus d'heures. Mais il existe une limite physique à ce qu'une personne peut produire seule. Vous avez 24 heures dans une journée. Même en travaillant intensément, votre capacité individuelle aura toujours un plafond. C'est pour cette raison que, tout au long de l'histoire, les personnes qui ont construit de grandes fortunes ne l'ont presque jamais fait uniquement avec leur travail direct. Elles ont appris à utiliser des leviers. Certains ont utilisé la technologie, d'autres ont utilisé le capital. D'autres encore ont organisé des équipes de personnes travaillant ensemble dans un système. Pensez à une activité simple. Lorsqu'une personne travaille seule, son revenu dépend directement de sa présence. Si elle arrête de travailler, le flux d'argent s'arrête. Mais lorsque cette personne crée un système où d'autres contribuent, ou où la technologie automatise des processus, quelque chose de différent se produit. Le résultat cesse de dépendre uniquement de sa propre force individuelle. C'est ici que certaines personnes ressentent un certain inconfort moral, parce qu'elles ont été éduquées à croire que gagner de l'argent grâce au travail d'autres personnes serait injuste. Mais regardez cela sous un autre angle. Un système organisé crée des opportunités pour de nombreuses personnes en même temps. Une entreprise génère des emplois, des solutions et de la circulation économique. Le secret n'est pas d'exploiter qui que ce soit, mais d'aligner les incitations. Les gens travaillent mieux lorsqu'ils perçoivent que leur propre croissance est liée à la croissance du projet. Lorsqu'il existe une récompense claire pour la performance, le système devient plus fort. Malgré cela, il existe un obstacle mental qui empêche beaucoup de personnes d'avancer sur ce chemin.
Cet obstacle est l'idée que le monde devrait être parfaitement juste. Depuis l'enfance, nous apprenons que l'effort devrait être récompensé proportionnellement, que celui qui travaille le plus devrait toujours gagner le plus. Mais lorsque nous regardons la réalité économique, nous réalisons que le marché récompense rarement l'effort isolé. Il récompense la valeur perçue. Quelqu'un peut travailler 100 heures à faire quelque chose dont personne n'a besoin. L'effort est immense, mais la valeur générée est minime. Une autre personne peut créer une solution simple qui fait économiser des millions à une entreprise et recevoir une récompense énorme pour cela. Ce n'est pas une question de justice morale, c'est une question d'impact. Lorsque vous comprenez cela profondément, vous commencez à séparer l'effort du résultat. Cela ne signifie pas travailler moins. Cela signifie diriger l'effort vers des endroits où il crée réellement de la valeur. Et c'est à ce moment-là qu'une transformation silencieuse commence à se produire en vous. Peu à peu, le besoin constant d'approbation extérieure commence à disparaître. Vous cessez de dépenser de l'énergie à essayer de prouver quelque chose à des personnes qui ne pensent même pas à vous. Au lieu de cela, vous commencez à concentrer votre attention sur la construction de quelque chose de réel. Ce changement peut produire un effet inattendu. À mesure que votre mentalité évolue, certaines conversations autour de vous commencent à sembler répétitives. Tandis que beaucoup parlent uniquement de consommation, de divertissement ou de plaintes constantes contre le système, votre esprit commence à penser en termes de stratégie, de croissance et de construction. Certaines personnes peuvent de même dire que vous avez changé, que vous êtes plus concentré, plus réservé, peut-être même plus distant. Mais ce qui s'est réellement produit, c'est que vous avez commencé à voir le jeu avec d'autres yeux. Et lorsque cela arrive, un nouveau type de liberté commence à apparaître. Ce n'est pas la liberté d'acheter tout immédiatement, c'est quelque chose de plus profond. La liberté de prendre des décisions sans désespoir financier. La liberté de choisir vos prochains pas avec clarté. Curieusement, beaucoup des personnes qui atteignent réellement ce niveau de stabilité adoptent un comportement qui surprend ceux qui observent de l'extérieur. Elles ne ressentent pas le besoin d'exhiber leur richesse en permanence. Elles préfèrent la discrétion. Lorsqu'une personne exhibe trop sa richesse, elle déclenche presque toujours deux réactions autour d'elle, l'envie et l'intérêt. Les gens commencent à observer davantage, à demander des faveurs, à tenter de se rapprocher par intérêt. Celui qui construit la richesse silencieusement conserve quelque chose de beaucoup plus précieux, la tranquillité. Cette stratégie silencieuse crée un avantage immense. Lorsque personne ne connaît exactement l'ampleur de vos ressources, vous vous déplacez avec beaucoup plus d'autonomie. Vous pouvez mieux négocier, refuser de mauvaises opportunités et observer le comportement des autres sans qu'ils modifient leur attitude face à vous. Ce type de pouvoir apparaît rarement sur les réseaux sociaux. Il n'est pas bruyant, il est silencieux. Mais il existe une dernière couche dans ce parcours dont peu de gens parlent. Car à mesure que vous commencez à maîtriser ces idées, discipline financière, vision stratégique, création de valeur, effet de levier, quelque chose de plus profond commence à émerger en vous. Vous réalisez que la véritable transformation n'a jamais été seulement une question d'argent. Elle concernait la personne que vous deviez devenir pour atteindre ce niveau de clarté. La discipline remplace l'impulsivité. L'observation remplace la réaction. La stratégie remplace l'improvisation. Peu à peu, cette ancienne version de vous, qui avait constamment besoin d'approbation, commence à disparaître. Et à sa place apparaît quelqu'un de plus calme, plus conscient et beaucoup plus difficile à manipuler. Mais cette transformation apporte aussi une question que presque personne n'est prêt à affronter. Une question qui apparaît justement lorsque vous commencez à vous approcher du sommet de cette montagne financière. Car il existe un moment où certaines personnes finissent par obtenir ce qu'elles ont cherché toute leur vie et découvrent malgré tout qu'il existe encore un vide qu'aucune somme d'argent ne peut remplir. Et comprendre ce moment peut être la différence entre quelqu'un qui construit seulement de la richesse et quelqu'un qui construit une véritable souveraineté sur sa propre vie. Pendant de nombreuses années, vous avez peut-être été amené à croire que le temps et l'argent étaient directement liés. Travaillez plus d'heures, gagnez plus d'argent. Travaillez moins, gagnez moins. Cela semble logique, cela semble juste, mais il existe un problème profond dans cette équation. Le temps humain est limité. Peu importe les efforts fournis, une journée aura toujours 24 heures. Cette limite crée un plafond invisible pour ceux qui dépendent exclusivement de leur propre effort physique ou mental pour générer des revenus. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes passent leur vie entière à courir, à travailler toujours davantage, et malgré cela, ont l'impression de ne jamais quitter le même endroit. Lorsque quelqu'un commence à comprendre le véritable fonctionnement de la création de richesse,
Il réalise que la question la plus importante cesse d'être « Combien est ce que je travaille ?» et devient « Qu'est-ce qui travaille pour moi ?» Ce simple changement de question transforme complètement le jeu. Car la richesse naît rarement uniquement de l'effort direct. Elle naît de structures. Des structures capables de générer de la valeur même lorsque vous n'êtes pas présent en permanence. Ces structures peuvent prendre de nombreuses formes. Il peut s'agir d'une entreprise qui fonctionne grâce à des processus clairs. Il peut s'agir d'un investissement qui croît avec le temps. Il peut s'agir de propriété intellectuelle, d'un système numérique, d'un réseau de distribution, ou de tout mécanisme capable d'amplifier les résultats au-delà de votre énergie individuelle. Celui qui comprend cela commence à réaliser que l'objectif n'est pas seulement de travailler dur, mais de travailler intelligemment pour construire quelque chose qui continue à produire de la valeur. Mais pour atteindre ce point, il faut affronter une autre barrière mentale très répandue, la peur de perdre. L'esprit humain a été programmé, au cours de l'évolution, pour éviter les pertes. Pendant des milliers d'années, cela a été essentiel pour la survie. Ceux qui protégèrent leurs ressources augmentèrent leurs chances de vivre plus longtemps. Mais dans l'environnement économique moderne, cette programmation peut devenir un piège. Beaucoup de personnes évitent tout risque, protègent chaque centime avec tellement de prudence qu'elles finissent par bloquer leur propre croissance. Il existe un concept étudié par les psychologues comportementaux qui explique bien cela. La douleur de perdre quelque chose est psychologiquement beaucoup plus intense que la joie de gagner une quantité équivalente. Cela signifie que beaucoup de personnes préfèrent rester dans une situation moyenne et sécurisée plutôt que de s'exposer à la possibilité d'une croissance accompagnée d'incertitudes. Le problème, c'est que le progrès exige presque toujours un certain degré d'inconfort. Il exige de tester des idées, d'investir dans l'apprentissage, d'essayer des chemins qui ne sont pas encore totalement prévisibles. Ceux qui construisent la prospérité apprennent, peu à peu, à vivre avec cet inconfort. Il ne s'agit pas d'agir de manière irresponsable, mais de comprendre que l'argent est aussi un outil. Imaginez un constructeur qui possède un ensemble d'outils. Certains peuvent s'user avec le temps. Certains peuvent même se casser à certains moments. Mais sans les utiliser, aucune construction n'est possible. L'argent fonctionne de manière similaire. Il doit être utilisé stratégiquement pour ouvrir de nouvelles possibilités. Au début, toute perte peut sembler extrêmement douloureuse. La première tentative qui échoue génère de la frustration. Le premier investissement qui ne produit pas de retour immédiat crée de l'insécurité. Mais avec le temps, quelque chose change. Vous commencez à voir chaque expérience comme une information. Ce qui n'a pas fonctionné cesse d'être perçu comme un échec absolu et commence à être interprété comme un apprentissage stratégique. Ce changement émotionnel est l'une des plus grandes différences entre les personnes qui restent coincées dans des cycles financiers limités et celles qui parviennent à évoluer. Tandis que certains voient l'argent uniquement comme une sécurité, d'autres apprennent à l'utiliser comme un instrument de construction. Il existe également une autre dimension dans ce processus, le silence stratégique. Nous vivons à une époque où beaucoup ressentent un besoin constant de montrer leurs résultats. Les réseaux sociaux ont créé une culture dans laquelle tout doit être exposé, documenté, commenté. Nouvelles voitures, voyages, montres coûteuses, restaurants sophistiqués. On dirait que la prospérité n'est réelle que si elle peut être vue. Mais ceux qui construisent véritablement un pouvoir financier suivent souvent un chemin très différent. Beaucoup des personnes les plus riches du monde ne vivent pas en essayant de prouver quelque chose aux autres. Elles comprennent que la visibilité excessive attire des problèmes inutiles, l'envie, la pression sociale, les attentes extérieures. Lorsqu'une personne reste discrète sur ses réussites, elle obtient quelque chose d'extrêmement précieux, la liberté de mouvement. Elle peut prendre des décisions sans devoir tout expliquer à tout le monde. Elle peut observer le comportement des gens sans qu'ils changent d'attitude par intérêt. Il existe même un avantage psychologique curieux dans cette discrétion. Lorsque les gens pensent que vous êtes simplement une personne ordinaire, ils se comportent beaucoup plus naturellement autour de vous. Ils révèlent leurs pensées, partagent leurs opinions, montrent leurs intentions. Celui qui observe attentivement peut recueillir des informations qu'il serait impossible de percevoir dans un environnement de compétition ouverte. Cette posture silencieuse crée une forme d'invisibilité stratégique. Tandis que beaucoup se battent pour paraître importants, quelques-uns sont occupés à construire quelque chose de beaucoup plus solide, loin des projecteurs. Avec le temps, à mesure que ces idées se consolident en vous, quelque chose de plus profond commence à se former. Ce n'est plus seulement un changement financier, c'est un changement d'identité. La manière dont vous réagissez au monde se transforme.
Les situations qui provoquaient autrefois de l'anxiété commencent à être analysées avec plus de calme. Les décisions cessent d'être prises par impulsion et commencent à être pensées avec une perspective de long terme. Vous commencez à remarquer que la plus grande partie de la vie est guidée par des schémas de comportement, des schémas de consommation, des schémas émotionnels. Et celui qui parvient à observer ces schémas avec clarté obtient un avantage silencieux. Mais peut-être que la découverte la plus importante de ce parcours apparaît lorsque vous regardez en arrière et que vous réalisez combien vous avez changé. La personne que vous étiez il y a quelques années prenait probablement des décisions basées beaucoup plus sur l'émotion immédiate. Elle cherchait l'approbation, évitait les conflits, tentait de se conformer aux attentes extérieures. Avec le temps, cette version commence à disparaître. À sa place apparaît quelqu'un de plus conscient, plus stratégique, plus mentalement indépendant. Quelqu'un qui comprend que la prospérité n'est pas seulement une question de chiffres sur un compte bancaire, mais une question d'autonomie. L'autonomie de décider comment vivre, l'autonomie de choisir avec qui travailler, l'autonomie de dire non lorsque quelque chose n'a pas de sens. Ce type de liberté ne s'achète pas du jour au lendemain. Il se construit peu à peu, avec discipline, vision et patience. Et lorsqu'une personne atteint finalement ce point, elle réalise quelque chose de curieux. L'argent en lui-même n'a jamais été le véritable objectif. L'argent n'était que le moyen. La véritable récompense a été la personne que vous avez dû devenir tout au long du chemin. Vous avez dû développer de l'autocontrôle. Vous avez dû apprendre à observer avant de réagir. Vous avez dû accepter que tout dans le monde n'est pas juste, et malgré cela continuer à avancer avec intelligence. Cette transformation intérieure est bien plus précieuse que n'importe quel symbole extérieur de richesse. Mais il reste encore un dernier défi. Un défi silencieux qui apparaît précisément lorsque quelqu'un atteint la stabilité. Lorsque l'argent cesse d'être un problème urgent, une nouvelle question apparaît. Que faire de la liberté que vous avez conquise? Certaines personnes se perdent à ce moment-là. Elles passent des années à lutter pour atteindre la prospérité et, lorsqu'elles y arrivent enfin, elles réalisent qu'elles n'ont jamais développé de véritable but au-delà de l'argent. D'autres découvrent quelque chose de plus profond. Elles découvrent que la véritable richesse ne consiste pas seulement à accumuler, mais à utiliser les ressources pour construire quelque chose de significatif. Cela peut signifier avoir un impact sur d'autres personnes, créer des projets, laisser un héritage, soutenir des causes importantes ou simplement vivre de manière consciente et équilibrée. Chaque personne trouve sa propre réponse à cette question. Ce qui compte vraiment, c'est de comprendre que la prospérité ne concerne pas seulement ce que l'on possède. Elle concerne le pouvoir de choisir. Choisir comment vivre, comment utiliser son temps et comment contribuer au monde qui nous entoure. Et si cette conversation vous a amené à voir l'argent et la vie sous une nouvelle perspective, alors peut-être que ce n'est que le début d'un voyage beaucoup plus grand. Si vous appréciez ce contenu, profitez-en maintenant pour vous abonner à la chaîne. Laissez un like et écrire ici dans les commentaires une phrase simple mais puissante. J'apprends à penser comme un créateur de valeur. Cette petite affirmation peut sembler être seulement un commentaire, mais elle représente un changement important de mentalité.